Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'un retour d'expérience que moi j'ai avec le langage Golang et aussi un peu de pourquoi est-ce que je suis parti sur ce genre de techno vis-à-vis de ce petit outil de monitoring. C'est vrai que le titre était un peu rigolo. D'ailleurs, je remercie Renaud pour le nom. Il m'a bien aidé à le trouver. Donc, bah, on va commencer. Hop. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julien Clerc. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis chez Sphère maintenant, où j'occupe le rôle de team leader, mais comme vous, je suis consultant à temps plein. Je travaille chez RBC, Royal Bank of Canada, en ce moment à Luxembourg. Alors, un peu de contexte de cette présentation, en fait. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette image d'autoroute, en fait? De manière générale, je pense que vous avez un peu tous la même expérience que moi. Quand on arrive chez un nouveau client, le background historique de ce qu'il a développé, il est tel qu'on peut comparer l'architecture un peu à cette autoroute, quoi. Il y a comment dire, il y a énormément de back-office, il y a des front-ends dans tous les sens, l'infrastructure est complexe, on utilise encore plusieurs technos pour déployer, on a plein de manières de faire. Et c'est vrai que c'est toujours super dur à se retrouver et de se dire, ben, le bon chemin à suivre, ben, c'est celui-là, en fait. Et tout ça, ça m'a amené un peu un petit what the fuck, d'où cette image. À chaque fois que j'arrive chez un nouveau client, je me dis, par où je commence, en fait? C'est quoi mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux aider le client au mieux? Par où est-ce que je commence? Un peu de contexte de cette histoire, pour cette histoire-là en plus. L'idée, en fait, c'est que, de manière générale, moi, j'occupe des missions qui sont un peu plus, on va dire, dev/ops. Donc, en gros, c'est aider nos clients à mettre en place une architecture qui est capable de scaler, d'être robuste, d'avancer plus vite et de livrer plus de la valeur ajoutée qu'autre chose, en fait. Et ça peut se faire au travers d'outils tels que Ansible, Docker, Kubernetes, enfin, tous les buzzwords que vous pouvez entendre un peu dernièrement. Sauf que de base, le problème, en fait, c'est que l'infrastructure, en tant que développeur, c'est assez complexe dans la mesure où c'est des séparations qui sont très strictes chez le client, en fait. On a toujours des équipes de développement, des équipes d'infrastructure. Elles ne parlent très souvent pas jamais les unes avec les autres. Et on arrive très rarement à une cohésion d'équipe, en fait. Ça entraîne quoi, en fait? Ça entraîne que les équipes de développement ont souvent peu d'accès aux machines, ce qui engendre souvent une surcharge de travail pour les équipes d'infra, parce que dès qu'il faut faire une toute petite chose sur la machine, eh ben, les développeurs ne peuvent pas le faire eux-mêmes, même s'ils ont la capacité de le faire. Enfin, en tout cas, les connaissances. Euh, on a aussi une complexité d'installer des nouveaux outils parce que le client, en fait, il veut toujours du support payant de manière générale. Il faut former les employés qui sont en général résistants au changement, surtout du côté de l'infra. Ils optent aussi pour le mauvais outil. Très souvent, je vois encore moi aujourd'hui des clients qui partent sur des solutions archaïques et qui font perdre plus de temps que d'en gagner. Il y a un budget, le management, enfin, il y a énormément de problèmes en fait. Et en général, quand on est développeur chez un client, aujourd'hui, on entend quoi? On entend il faut faire du microservice. Il faut faire du microservice parce que c'est génial, c'est la solution à tout, alors qu'au final, derrière, si c'est bien mis en place, effectivement, c'est super, mais derrière, quand on met en place des microservices, il faut être outillé, quoi. Il faut avoir, on va avoir une partie centralisation du logging. Logging au sens log, fichier de log, quoi. On va avoir la partie CI/CD qui va être un peu plus complexe, le déploiement, comment est-ce qu'on va monitorer nos applications, tracer les requêtes, enfin, etc., etc. Et du coup, en fait, quand moi j'étais chez mon client, j'étais typiquement dans ce cas-là où on voulait écrire des microservices en veux-tu, en voilà. Donc au final, après avoir découpé une application monolithique qu'on a réécrite, on s'est retrouvé avec 20 à 25 microservices, quoi. Et encore, microservices, c'est un gros mot parce que c'était des micros plus fat services, quoi. Et au final, c'était super compliqué comment dire, de savoir comment est-ce que les applications réagissaient. Le logging n'était pas centralisé, on voyait pas grand-chose, et j'avais très souvent les mêmes questions du style Julien, est-ce que tu peux me dire si le service tel est allumé? J'ai pas de retour, etc.
Et ça m'a embêté parce que ça me faisait perdre plus de temps de me connecter en SSH à la machine, d'aller voir si le service était bien up, etc. Et c'est là que m'est venue en fait l'idée de pourquoi pas écrire un outil en fait. Alors cet outil, je me suis dit pourquoi écrire un outil pour faire ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais Julien, il y a des solutions qui existent déjà. Mais ça revient en fait à ce que je disais avant. En fait, il faut démontrer que la solution c'est la bonne. Et c'est lent en fait. C'est lent de mettre en place parce qu'il y a les budgets, il y a le management, il y a plein de choses. Et du coup, moi, j'avais envie d'avoir un quick win en fait pour me faire gagner du temps et du confort au quotidien dans mon travail en fait. Et je me suis dit, bon, je vais commencer par une chose, même s'il y a énormément de topics. Je vais essayer de monitorer toutes les API qu'on a mis en place. Il y en a 25. Voilà, on va essayer de faire ça pour que je gagne du temps. J'ai décidé de le faire en Golang, en fait. Pourquoi en Golang? En gros, j'ai essayé de me former un peu tout seul au langage, parce que ça m'intéressait, tout simplement. Et puis, du coup, c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de le faire avec ce langage. Euh, je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc au final, pour moi, c'était le bon moment, en fait. Après, il y a autre chose, c'est on build pour une plateforme ciblée et le binaire, il contient toutes les dépendances, en fait. Plus besoin de runtime du style la JVM, il faut l'installer, voilà, ça tourne là-dessus. Ou alors d'interpréteurs comme Python, quoi. J'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit. Une fois que j'ai compilé pour la plateforme que je veux et que c'est packagé, j'ai tout. Je lance un binaire comme je pourrais lancer un bet shell, un bet script shell, pardon. Et dernièrement, on trouve beaucoup de super bibliothèques qui sont vachement bien maintenues, comme Cobra ou Viper, on va le voir, qui m'ont permis typiquement d'écrire un CLI super simplement et de pouvoir gérer un peu comme je veux toute la configuration de mon application, du style, si elle est conteneurisée, je peux injecter des valeurs par variable d'environnement, je vais avoir des fichiers de configuration et encore d'autres choses, quoi. Donc c'est sur cette idée en fait que je me suis dit, go, essaie de faire quelque chose et voyons si ça peut apporter quelque chose à ton client, quoi. C'est là que m'est venue du coup l'idée de Matprop en fait. Matprop c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui en fait. C'est un simple cron en fait. On peut créer, supprimer, lire, mettre à jour des probes. Et ce que j'entends par probe, en fait, c'est une simple go-routine, donc un traitement qu'on va dire, je ne vais pas rentrer dans les détails des go-routines, mais on va dire que c'est un traitement dans un autre thread, même si les puristes Golang me diront tu racontes n'importe quoi. On va dire que ça s'exécute à côté, d'accord, c'est un autre processus, entre guillemets, dont le but est de vérifier si un service est up ou down, tout simplement. Donc en gros, on va avoir un microservice qui va exposer un endpoint de fcheck, en fait. Et le but de cette probe, c'est d'aller récupérer la donnée, en fait, sur ce health check, pour savoir si le service est up ou down. On va pouvoir avoir des probes HTTP, mais l'idée, c'est aussi, pour l'instant, elle n'existe pas, mais l'idée, ce serait aussi d'en avoir d'autres sortes, en fait. On pourrait imaginer des probes qui vont checker des process ID sur les serveurs. Donc, la probe fera un SSH sur la machine pour aller voir si le process est up ou pas. On pourrait imaginer aussi du gRPC, enfin, plein de choses. Pour l'instant, je me suis dit, le plus simple et le plus commun à mon problème, c'est du HTTP, HTTPS aussi. Donc, je vais partir là-dessus, en fait. Pour simplifier en fait l'utilisation de Matprop, en fait, j'ai aussi écrit un CLI, donc matpropctl, qui est disponible également et qui va permettre en fait de simplifier un peu son utilisation. Voilà. Et je pense qu'en fait le plus simple, c'est de partir tout de suite sur une démo pour vous montrer un peu ce qu'il est capable de faire en fait. Alors, je vais juste vous partager mon autre écran, parce que je suis en train de travailler sur l'autre. Ou alors... Ou alors, est-ce que je peux me faire mieux? Ça va être ça. Je vais arrêter la présentation. Je vais présenter l'autre écran.
Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement mon IDE. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, super. Alors simplement, en gros, ce que je vais juste faire pour vous montrer à quel point c'est assez, comment dire, simple à installer. Avec Go, en fait, la seule chose qu'il va vous falloir, en fait, ça va être soit de compiler depuis les sources, ce que je vais faire là, soit on pourrait très bien le lancer dans un conteneur Docker. Alors, je vais pas le faire sur ce PC-là, parce que c'est sur Windows, et typiquement, ce que j'aurais bien aimé faire, c'est directement pouvoir accéder à ce microservice qui expose des health checks. Sauf que comme en fait j'utilise mon localhost en fait sur Windows, tout ce qui est comment dire network host ne fonctionne pas super bien et du coup j'ai du mal à résoudre en fait l'adresse de ce chose-là. Donc en fait je vais tout lancer en local tout simplement pour vous montrer en fait. Alors, mode propre, c'est configurable en fait. On peut travailler avec en HTTP, en HTTPS. Tout fonctionne en fait au travers de configuration file en fait. Un peu comme, je vais pas le comparer à Kubernetes parce que ce serait pas du tout vrai. Mais en fait, ça va fonctionner un peu de la même manière parce que derrière, on va utiliser des YAML en fait pour créer des probes. On va pouvoir pousser des YAML. Donc le CLI, lui, il va envoyer un fichier YAML qui derrière, au final, sera converti en JSON avant d'être consommé par le back-end, en fait. Donc, tout simplement, si j'installe mon binaire sur ma machine, on va essayer de le lancer. En attendant, ce que je peux faire, c'est que je n'ai pas prévu encore le health check sur la porte. Je vais le faire en Java avec un actuateur simple. Ça me prend 2 secondes. Et puis voilà. Donc si je le lance maintenant, voilà, je vais avoir un serveur HTTP qui est écrit avec GorillaMux, je ne sais pas si vous connaissez, qui écoute sur le port 3000. Par défaut, c'est du HTTP, voilà, il est configurable. Pour ce genre de choses, c'est écrit sur le README de ma page GitHub en fait. Et à partir de là, j'ai deux moyens d'interagir avec. Soit j'ai le CLI, euh, avec lequel je vous en ai parlé tout à l'heure, soit je peux le faire directement en fait en JSON en fait. Donc là pour l'instant je vais le faire avec un simple curl. Donc l'avantage de Go, ce que j'adore en fait, c'est que en fait en général quand on récupère une dépendance, on a toutes les sources. Donc c'est super simple de voir un peu ce qui a été fait pour retrouver en fait par exemple euh, pour retrouver en fait comment dire les requests, les responses, en fait, la tronche un peu des payloads qu'on doit envoyer. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être une probe response, en fait. Si je retrouve ça dans mes fichiers, c'est une autre, dans le contrôleur, j'imagine. Et là, je vais avoir une probe response, voilà. Très bien. Et la request qui m'intéresse, c'est par exemple, je veux récupérer une probe. Donc, typiquement, je vais avoir ce genre de choses-là. Et ce qu'il va me falloir, c'est faire un simple call, un simple get. Donc ici, je vais avoir un read aussi dans mon contrôleur. Et en général, ce que moi j'aime bien faire, c'est mettre un peu ce que j'expose en fait en commentaire. Donc en fait là, on va tout simplement essayer. Hein. Donc ça va être mon call. Donc, je vais faire un curl avec un header, parce que c'est important. De manière générale, moi je vérifie tout le temps les headers pour être sûr qu'on ne puisse pas mettre n'importe quoi. En tout cas, si on m'envoie quelque chose que j'attends pas, moi je le rejette. Il va me falloir quoi d'autre? Il va me falloir dire que la request, ça va être un get, dans le cas là, en fait. On va même pouvoir faire plus simple, puisque du coup, il n'y aura pas du tout de header. On va faire un simple get. HTTP, le port par défaut, c'est 3000. Et évidemment, ça va mal copier. Donc, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, API slash v1 slash get slash probe. Get, si je dis pas de bêtises, slash probe. Si je fais ça par défaut, en fait, j'en ai aucune. C'est normal parce que je n'en ai pas créé. On récupère bien une réponse comme on l'attendait.
Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est en créer une directement. Donc, cette fois-ci, je vais faire un post. Et sur ce post, en fait, je vais avoir donc mon header, où là, je vais mettre le content type, application slash JSON. Je peux lui passer de la data. Donc, il avait besoin de quoi? J'ai dit sur le create. Sur le request, je vais avoir besoin de 3 choses, un name, une URL et un delay. OK. Donc le name que je vais lui passer, ça va être, je sais pas, test prod, par exemple. Je vais lui donner un delay que je vais mettre à, je sais pas, 5. Donc toutes les 5 secondes, en gros, il va faire une requête HTTP pour vérifier si le service est up ou down. Et la dernière chose que je vais lui passer, ça va être l'URL en fait. L'URL là, je vais pouvoir lui dire HTTP, localhost, on va dire ça sur le port 8181, actuator, / elf, par exemple. Et je ferme mon accolade et tac. Donc en faisant ça, en fait, si je... ça va pas être bon. Donc, vous voyez en fait que c'est quand même vachement verbeux en fait, et qu'un CLI pourrait avoir absolument tout son intérêt avec ce genre de choses. Là, moi, je connais à peu près comment dire, les endpoints, donc ça va, c'est un peu plus simple pour moi. Donc là, on voit bien que la prop test probe, elle a bien été créée. Et si on va regarder au niveau du back-end, en fait, on devrait avoir du log. Voilà. Donc, en fait, on a du log qui nous dit que notre probe, pour l'instant, elle est down. Et c'est normal parce que on n'a rien qui expose en fait ce endpoint. Donc en gros, l'idée maintenant, c'est que on a exposé quelque chose juste pour vous montrer que ça fonctionne. Donc pour ça, moi, je vais le faire très simple avec Actuator, comme je vous l'avais dit. Alors si j'arrive à le retrouver quelque part, parce que je pense qu'IntelliJ ne se lance pas pour une raison X ou Y. Ça, évidemment, c'est toujours les aléas du live. Hein. On a l'habitude. Si je le retrouve quelque part, peut-être. Non. Il me joue des tours. Bon, faut croire que les dieux de la démo ne sont pas avec moi aujourd'hui. À moins qu'ils soient sur mon deuxième. Non. Je vais essayer de fixer ça rapidement. Alors. Ah, c'est bon. Pour une raison X ou Y, je ne sais pas pourquoi, mais... Hop. IntelliJ ne voulait pas se lancer. Alors, je vais créer tout simplement un nouveau projet. Je ne vais pas m'embêter. Allez, un Spring Initializer pour faire ça vite. Hop, démo Actuator. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir ici? Bon, du web, hein, comme d'habitude. Sinon, j'ai pas de Tomcat, donc ça sert à rien d'exposer. Et Actuator. Voilà, ça devrait faire le taf. Ok, super. Alors, en attendant qu'il récupère ses dépendances, je vais juste vérifier si il le démarre bien sur le port 8080, parce que je ne suis pas sûr de base.
Tant que j'y pense, je vais le faire, sinon je vais l'oublier. Voilà. Si tu veux. Et normalement, je pense que là, on devrait avoir quelque chose. Tac. Oui, vraiment, il y a le temps de build et tout ça. C'est pour ça que je préfère Go. C'est tellement rapide. Bon, je devais avoir les dépendances en local, donc c'est super. Donc là, voilà, on a un actuateur qui est exposé. Donc je vais retourner sur Matprop. Bon, je l'avais éteint. Donc c'est pas grave, je le rallume. Et je refais exactement la même requête qu'avant pour retrouver le même état. Ouais, ça c'est un des défauts qu'il a en fait, c'est que pour l'instant il persiste pas les props qu'on configure quand il est éteint. Donc bah là en fait voilà le endpoint il est live, on le voit bien ici en fait, et puis ça prouve bien que notre API elle est bien up en fait, elle répond au health check en fait. Et ça c'était une des premières choses, c'était des premiers prérequis que moi j'avais en fait chez mon client, c'était d'avoir au moins très rapidement l'information qui pouvait être montée à n'importe qui pour savoir si une API était up ou pas en fait. Donc l'idée c'était de prendre ce matprop en fait, donc ce binaire, le déposer à un endroit où n'importe qui pouvait l'exécuter. Donc de manière générale en dev, en environnement de dev, chacun avait au moins un SSH, donc c'était assez simple à mettre en place quoi. Il n'y avait rien d'autre à installer, pas de runtime, quoi que ce soit, donc super cool quoi. Évidemment, si maintenant je coupe mon API, et bah voilà, a priori j'ai ce qu'il faut quoi. Je vois bien qu'elle est down. Derrière tout ça, en fait, ce qui était un peu dommage, en fait, c'est que juste à partir des logs, c'est assez compliqué à lire, quoi. Puis je suis obligé de connaître les endpoints et tout ça. Donc là, de là m'est venue en fait l'idée de ce CLI en fait. Alors le CLI, il fonctionne à peu près, il fonctionne de la même manière. L'idée qu'il y a derrière, en fait, c'est juste que au final, il connaît déjà les endpoints. C'est lui qui va parser en fait le YAML qu'on va lui donner pour créer des choses, et ça va être beaucoup plus simple pour nous en fait. Donc je vais juste éteindre ma probe, je vais le rallumer en fait, et normalement je devrais avoir accès à mon comment dire à mon CLI en fait. Donc la force de Cobra en fait et de Viper, c'est que ça permet d'écrire des CLI super simplement en fait. Il y a vraiment pas grand chose en fait. Vous allez vous retrouver un peu ici avec un répertoire de commandes en fait qui va contenir un peu chaque commande que vous voulez faire. Donc moi je vais avoir une commande pour créer, je vais avoir une commande pour supprimer, une commande pour updater, une commande pour récupérer en fait des probes en fait sur le back-end. Donc ça s'écrit super simplement. On peut vraiment séparer un peu entre guillemets les concerns dans le sens chaque fichier fait un peu ce qu'il a juste à faire, c'est-à-dire que par exemple la commande delete va juste faire le delete, etc., etc. En fait, je vais pas rentrer trop en détail au niveau du code. Ça après, s'il est disponible sur GitHub, si vous voulez voir participer ou alors même proposer des idées, parce que vu que c'est la première fois que je développe une application entre guillemets plus sérieuse en Golang, évidemment j'ai dû faire quand même beaucoup de fautes. Donc là, a priori, normalement, si on fait un matprop par exemple, c'était le probe get, en fait, je suis censé récupérer un peu le statut de toutes les probes. Donc là, j'ai un peu triché, en fait, parce que de base, si on va dans... De base, pour le configurer, en fait, vous vous doutez bien qu'il ne trouve pas le serveur comme ça. Mais en fait, grâce à Viper, je peux avoir des fichiers de configuration par défaut, en fait. Donc si je vais dans mon user, en fait, on va voir un fichier qui s'appelle .matpropctl.yaml, un truc qui ressemble à ça, et qui va par exemple contenir toutes sortes d'informations du style le certificat client pour tout ce qui est TLS. On va voir le serveur avec l'URL de matprop, quoi, avec l'URL, le port à attaquer, ce genre de choses-là en fait. Et de la même manière, matprop, quand on va le configurer, il aura la même chose. On pourra y injecter des variables d'environnement, on aura aussi un fichier de configuration, on pourra le passer en ligne de commande directement. Voilà, c'est assez simple de le configurer et on a plein de manières de le faire en fait.
Donc, ça fonctionne parce que j'ai configuré ce fichier-là, donc je peux récupérer mes probes, mais je pourrais très bien en créer, en fait. Et créer une probe, c'est aussi simple que dire matprobctl, probe, parce qu'on travaille là-dessus, create, et un peu comme on travaille avec kubectl, en fait, on va dire "-f" pour lui donner un fichier en entrée, et lui dire, moi, le fichier que je veux que tu utilises, ça va être ce fichier YAML-là, en fait. Je vais juste vous le montrer, histoire que vous voyez un peu à quoi il ressemble. C'est très simple, en fait. Voilà, c'est juste ça. Ça va être un name, une URL, un delay, exactement ce que le backend attend, en fait, de nous en face. Et ça va être parsé en JSON, en fait, et envoyé au backend, tout simplement. Donc nous, on lui donne ce fichier YAML, parce que c'est plus simple à lire pour nous. Et puis voilà, on a une réponse du backend. Alors, il nous dit si ça a bien été créé ou pas. A priori, c'est le cas. Donc, si on regarde au niveau de matprobe, effectivement, voilà, on voit que l'API est down. Normal, je l'éteins, donc je vais la rallumer un coup. Et normalement, on devrait voir que celle-ci passe au statut up, quoi. Alors, on peut voir ça directement dans les logs, mais un des trucs que j'ai remarqué tout à l'heure, c'est que malheureusement, je n'affiche pas le statut au niveau du CTL, ce qui est vachement dommage, en fait. C'est un truc à ajouter, mais en gros, l'idée, c'est qu'une fois que je récupère toutes les probes, par exemple, et ben, elle s'affiche là, et évidemment, il faudrait que j'ajoute le statut pour dire s'il est down ou up, quoi. Je peux évidemment supprimer ma probe, bref. Un peu tout ce que... un peu l'idée du CRUD, quoi, au final. Voilà. Donc ça, c'était pour la démonstration. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Sinon, je vais finir les slides et puis je vous laisserai pour les questions juste ensuite, en fait. Alors, mon écran. Tac. Donc, on arrive a priori vers la fin, en fait. Donc, ce qu'il me reste à faire, effectivement, c'est mettre en place de la persistance au reboot de matprobe, en fait. Là, en fait, quand le backend s'éteint, eh ben, on ne retrouve pas le même état, en fait, qu'on avait avant, en fait. Alors, ça a été fait, entre guillemets, volontairement, dans le sens où je voulais pas trop complexifier l'application. Je voulais quelque chose de vraiment simple qui me permette à moi d'avoir vraiment un retour sur les API, si elles étaient up ou pas. Implémenter d'autres types de probes, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les probes SSH, les probes gRPC, ça peut être des idées pour évoluer. Voilà. Et puis il faudra aussi que j'écrive des tests. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas fait jusque-là. Et qui pourtant en Golang c'est super puissant. Je veux dire, si on ne sait pas comment utiliser une API, le premier endroit où on va voir, c'est dans les tests unitaires. Et c'est génial à quel point on peut avoir des exemples qui fonctionnent très vite en regardant juste ces fichiers-là, quoi. Donc ça, ce serait aussi à faire pour ceux qui aimeraient se lancer dans la création de nouvelles probes, quoi. Et je pense que j'ai fini pour la présentation. C'était assez rapide au final. En même temps, c'est simple, c'est très simple. Et moi, ça m'a permis déjà plusieurs choses. D'un, j'ai le langage, voilà, maintenant, je me sens un peu plus en confiance avec son utilisation. J'aurais pas peur de monter en prod avec. Et deux, moi, ça m'a permis de gagner. Je veux dire, j'avais sur ces 25 API, je devais avoir à peu près 6 ou 7 questions par jour pour savoir si les services étaient up. Et du coup, c'est passé à 0, puisque au final, les gens avaient juste besoin d'installer ce client et en fait, ils avaient l'info, quoi.